qui est un de nos collègues au RD Canada, qui est Paul Mwamba, qui est gestionnaire en développement économique et des partenariats. Et puis, on va avoir sa présentation qui va être affichée à l'écran. Le thème de la présentation est comment bâtir des partenariats durables et profitables. Donc, je vais pouvoir laisser, je ne sais pas, tu vas utiliser le micro ici? D'accord. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Paul Mwamba, gestionnaire en développement économique et des partenariats à RD Canada. Je suis ici surtout pour parler du volet partenariat. Alors, on a dit que la présentation de Diana était dynamique. Peut-être c'était pour dire que la mienne va être ennuyante, je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, comment bâtir des partenariats durables et profitables? On va essayer d'en parler. Au niveau des organismes communautaires, il est très important de développer des partenariats parce que les services que nous offrons sont de plus en plus variés et on doit répondre de plus en plus à des défis divers avec une clientèle très différente. Donc il est important d'avoir des partenaires fiables, durables, avec qui on peut traiter pour donner le plus de services possible à nos membres, à nos clients. Donc l'importance des partenariats, c'est surtout donner accès à des ressources variées qui permettent de mieux répondre aux besoins de nos clients. Alors en immigration particulièrement, là où vous avez tous une expertise, vous allez être d'accord avec moi que les nouveaux arrivants n'ont pas tous le même profil. Donc il y en a qui sont dans des professions réglementées, il y en a qui sont dans des emplois très rares au Canada. Donc il est important d'avoir des partenaires à qui vous pouvez référer ces clients-là pour répondre à leurs besoins spécifiques. Mais comment bâtir ces partenariats-là et comment les rendre profitables et rentables? Alors nous, au niveau de RD Canada, particulièrement, alors par exemple pour l'immigration, vous avez les connexions avec l'information avec la CVP, donc ça vous permet de bâtir des partenariats. Alors, au niveau de RD Canada, moi qui traite surtout le dossier des partenariats, j'utilise l'approche 4C pour aller chercher des partenaires. Donc, l'approche 4C a été développée par une experte en communication qui s'appelle Annie Bienvenue. Alors, les 4C, c'est nécessairement combler un besoin, avoir de la complémentarité avec vos partenaires, avoir des valeurs communes et établir un lien de confiance avec vos partenaires. Donc, si vous arrivez à utiliser cette approche et avoir tous ces éléments dans votre partenariat, il est fort probable que vous ayez un partenaire profitable et durable. Alors, on va essayer de les analyser un à un. En ce qui concerne combler un besoin, alors il est important d'abord de savoir quels sont nos besoins en tant qu'organisme ou lorsque vous gérez un projet en immigration, en employabilité par exemple. Quels sont vos besoins qui ont besoin d'être comblés et votre organisme n'a pas la capacité de le faire? Je vais vous donner un exemple. Nous, je coordonne aussi la table GT Entrepreneuriat. Nous avions identifié un besoin pour les entrepreneurs francophones, c'était le manque de financement.
et nos organismes membres, donc les 12 RD provinciaux. Peut-être il y en a 2 qui offrent des financements, mais la majorité n'offre pas de financement aux entrepreneurs. Donc c'était un besoin. Et il fallait aller chercher des partenaires qui pouvaient combler ce besoin-là. Donc nous avons établi un partenariat avec Futurpreneur qui offre du financement pour des jeunes entrepreneurs et nous sommes en négociation avec la BDC pour des entrepreneurs plus âgés. Donc on a identifié le besoin et puis on est allé chercher un partenaire qui peut combler ce besoin-là. C'était le premier élément des 4 C. Le deuxième élément, c'est la complémentarité. Alors, il faudrait que votre partenaire offre des services complémentaires avec les vôtres et non des services concurrentiels. Parce que si vous êtes concurrent, c'est un peu difficile d'utiliser ce mot-là dans un contexte communautaire parce qu'on devrait tous être partenaires. Mais la réalité fait que parfois, on a des organismes communautaires qui sont directement concurrents avec nous parce qu'ils ont reçu le même financement, ils ont le même mandat. Donc, si c'est difficile d'avoir un partenaire qui est concurrent. Donc, assurez-vous que votre partenaire offre des services qui sont complémentaires avec les vôtres. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé aussi comme conseiller en employabilité. Alors, nous avions bâti un partenariat avec une institution qui offre la reconnaissance des diplômes pour les professionnels formés à l'étranger. Nous ne le faisions pas. Donc, c'était une forme de complémentarité parce qu'eux, ils avaient besoin d'avoir plus de clientèle francophone parce que c'était une institution bilingue. Et nous avions besoin d'aider nos clients à obtenir une reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger. Donc cette complémentarité-là a fait que c'est un partenariat. Moi, j'ai quitté l'organisme, mais c'est un partenariat qui continue à exister jusqu'aujourd'hui. Ensuite, ça personnellement, je trouve que c'est l'un des éléments importants, avoir des valeurs communes avec votre partenaire. Ici, je parle de bâtir des partenariats durables et profitables. Alors, si vous voulez bâtir des partenariats profitables et durables, il est très important d'avoir des valeurs communes avec votre partenaire. Si vous n'avez pas des valeurs communes, le partenariat peut être à court terme, il peut être peut-être stratégique à court terme, mais il ne sera pas durable et il ne sera pas profitable à long terme. Donc, rassurez-vous d'avoir des partenaires avec lesquels vous partagez des valeurs communes. Un exemple, c'est que toujours dans mon emploi où j'étais conseiller en employabilité, on a eu à bâtir un partenariat avec une entreprise. C'était un centre d'appel. Alors, qui avait besoin des francophones, donc on référait beaucoup de clients francophones pour ce centre d'appel-là. Mais ces clients-là n'étaient pas traités très bien parce que l'entreprise ne partageait pas les mêmes valeurs avec nous. Les employés n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, par exemple, en dehors des pauses. Les conditions de travail étaient très déplorables. Alors, ce partenariat-là a commencé à nous impacter négativement. Donc, on a été rencontrer l'entreprise et puis on a compris que nous n'avions pas les mêmes valeurs avec cette entreprise-là et on a mis fin au partenariat. Donc, il est très important d'avoir des valeurs communes avec votre partenaire si vous voulez un partenariat profitable et durable. Enfin, il faut établir une relation de confiance. Peut-être ce quatrième C rejoint un peu la complémentarité dont on a parlé avant. Il ne faudrait pas que votre partenaire soit un concurrent pour que vous ayez confiance en lui, mais il faut développer une relation de confiance avec le partenaire.
Un autre exemple, c'est qu'il y a des organismes qui offrent plusieurs gammes de services. Alors, vous pouvez avoir, je ne vais pas citer le nom des organismes ici, mais il y a des organismes qui offrent des services d'établissement, des services d'employabilité, des services d'aide juridique et des services de santé parfois, le même organisme. Alors, vous pouvez bâtir un partenariat avec cet organisme-là pour des services de santé. Mais il y en a qui vont dévier vos clients, parce que quand ils vont arriver dans les services de santé, les clients vont dire « mais pourquoi tu vas là-bas pour l'employabilité? Nous, on offre les mêmes services ici. » Donc, le client, c'est un one-stop, donc il ne reviendra plus chez vous. Donc, il faut avoir une relation de confiance, s'assurer que ce sont des gens de confiance avec qui vous traitez et avec qui vous échangez et pour maintenir votre partenariat. Finalement, dans la pratique, ce que je partage, c'est ce que moi je fais en tant que gestionnaire des partenariats au niveau national. Dans la pratique, j'ai identifié quelques points, quelques conseils pratiques que je pourrais vous donner si vous envisagez de développer des partenariats. Alors, dès le départ, il faut clarifier les objectifs. C'est quoi les objectifs du partenariat? C'est quoi que vous recherchez? Alors, on a vu les 4 C. Est-ce que ça répond à ces 4 C-là? Et dès le départ, lorsque vous vous asseyez, il est très important de clarifier les objectifs. Premièrement, il faut, comme on l'a dit plus haut, clarifier, choisir des partenaires avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs. Alors, c'est important de choisir des partenaires avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs si vous voulez des partenariats durables et profitables. Je reviens toujours sur ça parce que parfois on fait des partenariats stratégiques, mais c'est souvent à court terme. Mais si vous voulez quelque chose de durable, vous devez partager les mêmes valeurs. Alors, lors de la création d'un partenariat, c'est mieux de commencer petit à petit. Alors, si vous devez référer des clients à un autre organisme, n'en référez pas 50 à la fois. Commencez peut-être avec 2 ou 3, et puis ça vous permet d'évaluer. Tester la collaboration avec un premier projet. Entretenir les partenariats. Alors ça, c'est important. Une fois que vous avez réussi à bâtir le partenariat et que le partenariat vous semble profitable et durable, il faut l'entretenir. Donc, vous pouvez donner des privilèges à vos partenaires. Par exemple, lorsque vous organisez des événements, vous pouvez leur donner des tarifs préférentiels. Vous pouvez vous asseoir pour évaluer le partenariat ensemble et essayer de corriger ce qu'il y a à corriger. Ensuite, établir des attentes précises. Qu'est-ce que le partenaire attend de vous et qu'est-ce que vous attendez du partenaire? Enfin, construire une relation de confiance. Comme j'ai dit plus haut, il faut établir une relation de confiance si on veut un partenariat durable et profitable. En conclusion, donc, bâtir des partenariats durables et profitables est un levier stratégique incontournable pour des organismes communautaires en général, mais pour des organismes communautaires francophones en situation minoritaire, c'est encore plus vrai parce que nous servons une niche. En s'appuyant sur les principes des 4 C dont je vous ai énuméré tout à l'heure, combler un besoin, la complémentarité, la confiance, des valeurs communes. Alors, si vous utilisez cette approche des 4 C, vous avez beaucoup de chances d'avoir des partenaires profitables et durables. Donc voilà, c'était là ma courte présentation. J'espère que vous avez appris quelque chose et merci. Merci, Paul. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour Paul suite à sa présentation? Non? C'était clair? Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire soit c'était ennuyant, soit c'était trop clair.
Oui, les quatre. Les quatre. Pour te prouver que c'était pas ennuyant. Merci Paul pour cette présentation. Moi j'ai une question qui concerne plutôt la fonction. Les partenariats, c'est plutôt une fonction stratégique, tu l'as mentionné à la fin. Donc c'est plutôt au niveau gestionnaire, voire même aux directions générales de le faire. Donc là, c'est en fait les gens qui sont ici vont plutôt hériter d'accords, cadres, de partenariats qu'ils vont devoir appliquer. Est-ce que tu aurais pour nous un ou deux conseils pratiques quand on reçoit d'en haut un parapluie sous lequel on doit se cacher et qui n'est pas forcément à notre goût? Oui, alors c'est une très bonne question. Donc, oui, c'est vrai que les partenariats sont stratégiques et souvent c'est la haute gestion qui va signer des partenariats. Mais il est important que vous, en tant que gestionnaire ou expert d'un domaine, vous remontiez aussi à votre haute direction les besoins que vous avez identifiés de votre organisation pour que la haute gestion aille chercher des partenaires. Et vous pouvez même en suggérer. Généralement, si la haute gestion fait bien les choses, ils vont vous solliciter ou vous consulter si c'est un partenariat qui va toucher votre secteur. Mais vous pouvez aussi agir dans le sens contraire, remonter l'information pour dire, par exemple, ceux de GT Entrepreneuriat qui ont remonté l'information, dire nous servons les entrepreneurs depuis l'idéation jusqu'à la création de l'entreprise, mais après, on n'a pas de financement. D'autres organismes offrent le financement, surtout les organismes anglophones. Donc, ces entrepreneurs-là, on les perd. Donc, ça, le besoin a été identifié et la haute direction a cru bon de développer cet aspect-là de partenariat. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi fait dans les deux sens. J'espère avoir répondu un peu à ta question. Merci. Oui, merci Paul, merci pour la présentation. Alors, on se demandait donc quels sont les partenariats qui sont mis en place par l'ORD Canada avec les grosses entreprises au niveau national qu'on peut se servir pour l'employabilité francophone. Donc, par exemple, pour le speed jobbing, il serait très, très utile d'avoir un peu de soutien de ces partenariats pour faire impliquer des employeurs comme Canada Post ou d'autres qui sont partout au Canada. Comme ça, on peut déjà avoir de bons employeurs pour le speed jobbing en amont et avoir un peu de prospection des offres qui vont être disponibles pour nous. Oui. Donc, quels sont les partenariats disponibles, s'il vous plaît? Oui, très bonne question. Donc, avant de prendre le poste de gestionnaire en développement économique et des partenariats, j'étais responsable du salon virtuel de l'emploi, qui est devenu le speed jobbing par la suite. Donc, on avait convenu que les entreprises ou les compagnies nationales, c'est RD Canada qui allait les chercher pour le salon virtuel ou pour le speed jobbing aujourd'hui, et les RD allaient recruter les entreprises plus locales. Donc, nous avons fait cet exercice-là et nous continuons à le faire. Nous avons des contacts avec Via Rail, avec la BDC, avec Post Canada, que nous avons déjà eu dans nos salons virtuels, même avec la GRC qui est déjà venue. Alors, nous, on fait des partenariats juste pour les inviter, venir faire des présentations, même avec le gouvernement fédéral. On a aussi un partenariat avec la Commission de la fonction publique qui vient faire des présentations, qui est déjà venu. Je ne sais pas si ça se maintient, mais j'ai entamé aussi un travail avec Mohamed pour lui référer ces entreprises-là, avec qui on avait déjà travaillé dans le passé et qui étaient satisfaits. Donc oui, les entreprises pan-canadiennes, on va les chercher pour les inviter au speed jobbing, mais ça sera au niveau des RD provinciaux et territoriaux de reprendre ce partenariat-là pour voir qu'est-ce que ces entreprises-là pan-canadiennes offrent au niveau local comme emploi, comme offre d'emploi. Ouais.
C'est dommage que Mohamed ne soit pas là. Il est parti. Il aurait pu vous parler davantage de son rôle. Là. Justement, il fait beaucoup de travail à cet effet-là. Écoutez, c'est drôle, Amel, que tu aies posé la question au niveau, on dirait que tu connais, tu as lu mes notes, je pense. Là. Il y a quelque chose de pas correct. Là. Mais justement, c'était une prochaine question qu'on voulait vous poser, puis sur laquelle on voudrait vous entendre rebondir. On voulait lancer un échange de groupe à l'effet de voir quelle est la distinction entre le rôle des conseillers, des agents d'emploi ou en immigration, les gestionnaires, tous ceux qui êtes ici dans la salle aujourd'hui, versus celui de la direction générale dans les partenariats ou les relations avec les partenaires. On aimerait ça vous entendre sur, selon vous, c'est quoi les rôles de chacun? Est-ce que vous pensez qu'ils sont complémentaires? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire une différence sur le terrain? Et comment vous pouvez faire la différence sur le terrain? Donc, Paul, reste proche, là, parce que tu vas peut-être être amené à commenter aussi. Donc, on veut vous entendre là-dessus, parce que moi, souvent, quand je parle avec vous autres, vous me dites, ben oui, mais les partenariats, là, c'est signé par le... En haut, là, moi, je n'ai pas grand-chose à jouer là-dedans. Ça vient me chercher parce que je le sais que vous avez un rôle à jouer sur le terrain, puis je veux vous entendre parler là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le goût de partir le bal. Moi, je dirais qu'à plusieurs égards, si les partenaires sont, mettons, signés plus haut, nous, on les articule au quotidien. Les références qui viennent de la part de nos partenaires, ben, c'est moi qui délivre le service si on me réfère, par exemple, une clientèle. Donc, c'est moi, c'est mon expertise, c'est ma crédibilité, mais qui va rayonner sur celui de l'organisation. Moi, je dirais que c'est une affaire à double sens, parce que autant les gens en bas ont parfois des idées et ils font face à des réalités et ils n'ont pas forcément le bon réflexe de remonter, autant les gens en haut ont parfois des informations qui pour nous sont très pertinentes et qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de redescendre. Donc, à mon avis, c'est d'avoir une conversation franche déjà en interne et de dire, voilà, tel exemple, Rede Canada vous a envoyé tel courriel tel jour, monsieur le directeur général, eh ben, vous ne me l'avez pas envoyé, pourtant, moi, j'ai des choses à vous dire sur ça. Et voilà. Donc, le dialogue doit se faire des deux côtés. Mais c'est vraiment un point très important. Et moi, ce qui me dérange dans les partenariats, c'est les choses sur lesquelles vous allez hériter de situations et vous allez hériter d'un accord sur lequel vous n'avez pas forcément discuté. Et après, vous allez devoir l'appliquer. Donc, vous allez devoir être solidaire avec ce qui a été dit dedans. Donc, vaut mieux anticiper. D'autres commentaires? Ben, je vais faire du pouce justement sur ce qui vient d'être dit. C'est que ça doit être dans les deux sens. Enfin, je vais parler d'expérience. Je suis gestionnaire, mais j'ai une direction au-dessus de moi, qui n'est pas la direction générale non plus. Donc, on a quand même pas mal de niveaux. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Amel dit, donc je ne vais pas appuyer là-dessus, mais je voudrais revenir sur une des questions que tu as posées, qui est est-ce qu'on sent qu'on fait une différence de terrain? Ben, en tant que gestionnaire, je vais dire oui, parce que quand Mireille, quand Jonathan identifient quelque chose qui doit être fait, ben, c'est moi qui vais être la première ligne. Et ensuite, c'est à moi de faire preuve de discernement, justement. Est-ce que c'est à mon niveau que ça peut se jouer, ou est-ce que c'est quelque chose que je dois faire remonter? Parce que des partenariats, Mireille m'en amène, Jonathan m'en amène, et moi, je dis juste, ok, cool, c'est moi qui entérine ça sur le papier, mais le travail, c'est eux qui le font. J'ai des partenariats que c'est moi qui fais, et il y en a d'autres où, moi, je peux préparer le terrain avec le partenaire, mais la signature, elle est au-dessus de moi. Là, c'est à moi d'aller chercher la collaboration des directions à différents niveaux. Donc, je pense que c'est vraiment une question de communication et de discernement aussi. Est-ce qu'il est nécessaire de solliciter une direction générale pour un partenariat qui peut être signé ou, en tout cas, vraiment
très avancé dans la création du partenariat au niveau d'une gestionnaire, par exemple, ou d'une direction qui n'est pas direction générale, une direction de service, par exemple. Donc ça, c'est aussi une connaissance du fonctionnement de l'équipe, etc., et de ses capacités et de ses responsabilités à chaque niveau. Est-ce que tu ne souhaites pas d'abord qu'il réponde avant de continuer? Pardon? Tu ne souhaites pas qu'il réponde avant de continuer? Oui, on va passer d'abord à Félicité. Oui, moi je pense qu'il y a deux types de partenariats. Il y a des partenariats basés sur le principe de fonctionnement. Cela, il nécessite absolument l'intervention de directeurs généraux ou de superviseurs. Et il peut y avoir des signatures, ça c'est clair. Mais il y a aussi des partenariats liés au fonctionnement, je veux dire, à l'opérationnel. C'est là où nous, comme voilà, les gens qui travaillent au quotidien avec donc qui travaillent sur le terrain, ces partenariats pourraient exister sans nécessité de signature, et cela peut être créé par nous-mêmes. Et j'ai déjà vu que ces partenariats fonctionnent même mieux quand les directions générales ne se mêlent pas. Alors, je te dis, moi, les meilleurs partenariats que j'ai eus, c'est quand je prends un agent comme moi, quelqu'un qui est au bureau, on sort pour un café, on jase comme personne, on se convient comment on va servir notre communauté. Et je suis très d'accord avec le principe des 4 C. Paul, ça m'a vraiment raisonné pourquoi certains partenariats ne fonctionnaient pas. Et maintenant, je commence à réaliser les C qui ont fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Alors, les partenariats qui sont basés sur, donc, qui me permettent d'être opérationnel, j'ai réalisé aussi qu'ils fonctionnent par rapport à la personne qui est là, pas par signature. Donc, j'ai beau bâtir un beau partenariat, je vais dire, Salimata ici m'aime bien, on a échangé un bon café, on échange les cas de visite, ça va bien, on va vraiment travailler ensemble. Si Salimata quitte son poste, après c'est Brigitte qui vient, Brigitte peut se dire, je n'ai rien à foutre, ça ne me tente pas. Donc, c'est ça. Je voulais juste faire mon point par rapport à ces deux types que j'ai déjà observés qui pourraient... Donc, nous, on peut très, très bien créer des partenariats qui fonctionnent très bien, qui peuvent nous aider dans notre travail aussi. Bon, tout a été dit, je pense. C'est un peu... ça peut fonctionner dans les deux sens. Le plus important, c'est vos besoins. C'est les besoins qui définissent le besoin d'avoir un partenaire. Parce que vous voulez combler quelque chose que vous n'offrez pas. Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est sûr qu'on a besoin des partenaires pour combler certains aspects qu'on n'offre pas à notre clientèle. Mais ce besoin-là, vous pouvez le remonter au niveau de la direction générale aussi. Alors, si vous héritez d'un partenariat et que vous le mettez en œuvre, vous devez avoir aussi la capacité d'évaluer après un certain temps ce partenariat-là et parler avec votre direction générale qui vous a, je peux dire, imposé ce partenariat-là pour leur dire si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et comme a dit Félicité, il y a des partenariats formels où les deux directions générales des organisations vont s'asseoir pour signer, mais il y en a aussi qui sont informels. Dans votre travail de tous les jours, vous pouvez avoir des contacts avec d'autres organisations, et comme elle a précisé, c'est un élément très important, que le partenariat, c'est souvent informel, c'est souvent un aspect personnel qui va compter, parce que c'est la relation personnelle que vous avez avec votre pendant dans l'autre organisation. Donc, moi, je dirais que c'est un travail qui doit se faire des deux côtés, au niveau de la direction, mais de votre niveau aussi, parce que c'est vous qui êtes sur les terrains et c'est vous qui connaissez les besoins à combler pour satisfaire votre clientèle, parce que les clients viennent vous voir, vous, et vous savez que sur tel ou tel autre aspect, vous n'arrivez pas à combler leurs besoins.
Voilà. J'ai toujours le micro, hein, donc j'attends. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. Félicité, ça résonne beaucoup pour moi parce que moi, j'ai travaillé longtemps, moi aussi, sur le terrain au niveau comme conseillère en emploi, puis je crois fermement à votre rôle, autant avec les partenaires avec lesquels vous travaillez, autant avec les employeurs avec lesquels vous travaillez, autant avec vos chercheurs d'emploi, vos candidats. Souvent, c'est souvent une question d'affinité. Tu sais, ça clique avec quelqu'un, puis tu sens que tu peux y apporter de quoi, puis tu sens qu'il peut t'apporter quelque chose. Puis comme tu dis, ça n'a pas besoin toujours d'être signé par le patron en haut. C'est comme donnant, donnant, gagnant, gagnant. Puis ayez aucun doute que vous avez un rôle super important à jouer sur le terrain. Ne jamais vous mettre comme dire « Ah, ben moi, je suis juste le pion, là, puis c'est moi qui fais la job. » Puis non, vous valez tellement plus que ça, là. Vous n'avez pas idée. Sans vous, là, il n'y en aurait pas de collaboration, puis des employeurs qui trouveraient les candidats idéaux, puis des chercheurs d'emploi qui se trouveraient des bons jobs. Vous êtes vraiment un intermédiaire hyper important. Fait que j'espère que vous considérez l'importance que vous avez de vos emplois, là. Super important. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Tantôt, Mohamed, tu n'étais pas là, mais on a parlé justement de ton rôle auprès des employeurs nationaux. Tu peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans les speed jobbing quand ça vient le temps de recruter des employeurs nationaux? OK. Au niveau national, on n'a pas encore trouvé une meilleure formule pour recruter les employeurs parce qu'il y a plusieurs défis. Je prends par exemple Post Canada. Selon les langues officielles, ils doivent embaucher un certain nombre de francophones. Mais au moment de leur période de recrutement, ça ne correspond pas nécessairement avec notre événement de speed jobbing. Donc, il faudrait regarder une meilleure formule. Ensuite, on a eu la BDC, auquel Rokia et moi, on avait rencontré. Et eux aussi, ils avaient eu, selon les langues officielles, il y a un certain nombre de bilinguismes qui doivent embaucher à l'extérieur de Québec. Et encore une fois, la période de recrutement ne correspond pas nécessairement, mais on essaie de trouver une formule idéale. Dans le site de JobBank, on peut aller chercher, par exemple, une multitude d'employeurs à travers le Canada, mais qui ne connaissent pas nécessairement le RD Canada, qui sont peut-être mentionnés dans vos provinces ou dans les territoires. Donc, dans le cadre du speed jobbing, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les envoyer l'information, mais en même temps de demander aux membres de peut-être personnaliser des courriels pour adresser à ces employeurs-là qui se trouvent dans les provinces ou territoires. Donc, ceci étant dit, pour la conférence qu'on va organiser dans le cadre du speed jobbing, on essaie de varier les conférenciers ou conférencières, comme par exemple, Lazare avait proposé de regarder au niveau de l'armée canadienne qui font du recrutement en ce moment. Il y a la garde côtière aussi qui fait du recrutement. Donc, on a déjà eu la validation de la garde côtière pour faire une présentation. Mais il y a aussi au niveau de l'aéroport. Donc, ils doivent aussi embaucher des gens bilingues. Donc, ils vont venir faire une présentation pour les aéroports, pour les recruter. Donc, ça fait un pas de l'avant pour essayer de voir. Mais en dehors du speed jobbing, est-ce qu'on peut approcher ces employeurs-là pour justement vous permettre de les rencontrer et de voir quelles sont les opportunités au niveau des provinces et territoires? Donc, c'est là un peu quelque chose à faire. La fonction publique, cette année, ne va pas nécessairement venir à la présentation parce que, compte tenu de la situation politique... Oui, justement. Donc, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec eux. Ils ont mentionné qu'ils ne peuvent pas venir faire la présentation, mais par contre, si on veut organiser quelque chose avec nos membres pour maîtriser peut-être la plateforme auquel il y a beaucoup de fonctionnaires qui seront là-dessus, peut-être dans quelques mois à venir, qui vont peut-être changer de ministère, dépendant de là où est-ce qu'il y aura des coupures. Donc, ça, ce sont les réalités sur le terrain. Oui. Jonathan est en train d'organiser une séance d'information avec la fonction publique fédérale. OK. Oui, ça, on peut coordonner. Sinon, on a une personne contact
qui est prêt à faire cette rencontre-là. Mais malheureusement, ils ne vont pas participer à notre speed jobbing à la conférence cette fois-ci. Oui. Donc, c'est Paladin. Paladin s'occupe des prairies et puis aussi, je pense, de la Colombie-Britannique. Il travaille déjà avec, je pense, le Saskatchewan, Manitoba et puis les territoires. Donc, ils ont le mandat sur ce côté-là. Donc, la personne va venir faire une présentation de façon générale, mais tout compte fait, il travaille déjà avec nos membres sur le terrain par rapport au recrutement, parce qu'ils ont des critères d'éligibilité pour pouvoir le bilinguisme. Il faut qu'il soit peut-être citoyen canadien, etc. Et puis, je pense aussi qu'il doit faire une évaluation au niveau de leur criminal record check. C'est, comment on appelle ça déjà en français? Vérification de casier judiciaire. Donc, il doit faire cette vérification avant même de les envoyer à faire d'autres tests à ce niveau-là. Mais on continue de regarder. Si vous avez des employeurs potentiels, qu'on peut les approcher pour leur donner l'information, parce que dans Destination Canada, on doit aussi chercher des offres d'emploi pour pouvoir amener au niveau de Destination Canada pour faire la promotion des offres d'emploi. Le RD Canada, on n'a pas nécessairement, selon les directives, on doit chercher au moins 3 ou 4 offres d'emploi, mais je pense que dans la demande de l'IRCC, c'est que les membres doivent apporter des offres d'emploi. Donc, je m'engage, vu que je fais aussi cette recherche au niveau du speed jobbing, donc j'essaie de voir si je peux trouver des candidats qui ont des offres d'emploi qu'on peut ajouter par rapport à ce que vous avez, pour pouvoir faire la promotion au niveau de Destination Canada et puis à Douala aussi. Puis, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, Mohamed. Si vous avez de la difficulté à trouver des employeurs qui ont des offres d'emploi pour Destination Canada, par exemple, parce que vous savez, vous avez des quotas, vous avez une entente que vous avez signée, vous devez respecter un certain nombre d'offres d'emploi à représenter avec un certain nombre d'employeurs. Je vous encourage justement à aller regarder le site du guichet emploi du gouvernement du Canada, aller voir les employeurs qui sont intéressés à faire du recrutement à l'international, qui veulent recruter des candidats à l'international. Puis s'il y en a de votre province, contactez-les. Dites « Hey, je viens de voir que vous cherchez tel poste, vous êtes ouvert à recevoir des candidats de l'international. Nous autres, on s'en va à Paris, puis on s'en va au Cameroun. Moi, on peut vous représenter. On peut partir avec votre offre d'emploi. Donc, c'est une façon facile, là, sans avoir, tu sais, on sait déjà que l'employeur a un besoin qu'il recherche. Donc, on lui offre un complément de service. Oui. OK, c'est tout. Sinon, le guichet emploi, il y en a 540. Quand j'avais regardé avec la dame qui s'occupe là, la semaine dernière, il y avait 540 emplois disponibles. 540. Fait qu'il y a du potentiel. Oui, c'est ce qu'ils avaient. Oui. On nous reste... Oh, excusez. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, Post Canada, c'est un défi. Jusque-là, ça fait 2 éditions que je suis de rentrer en contact avec eux. C'est difficile parce que la personne contact gère un peu la partie, pas nationale, mais plutôt Ottawa, Montréal. Et puis, donc, non, malheureusement, ça fait plusieurs messages que j'envoie depuis l'année dernière. C'est silence radio sur ce volet-là. Maintenant, compte tenu des relations de Paul aussi, on a relancé encore, mais c'est qu'eux, ils ont des régions, les personnes contactent, ils ont des régions qui doivent regarder par rapport à faire la promotion. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de nous donner, par exemple, en Nouvelle-Écosse, qui s'occupe du recrutement de la Nouvelle-Écosse, et là, en ce moment, on pourrait partager avec vous. Mais c'est ce volet qu'on n'arrive pas à dénicher. Même avec la BDC. La BDC nous avait contacté pour dire qu'ils ont des offres d'emploi bilingues. Est-ce que nos membres peuvent les aider? Et aussitôt qu'ils m'ont référé à leur personne contact, c'est silence radio. Donc, oui. Oui, oui. Non. Au Yukon.
Oui, parce que les relations que vous avez dans vos régions, c'est très important de continuer de les nourrir parce que lorsque vous avez des événements, vous pouvez les contacter pour vous aider à promouvoir ces offres d'emploi-là. Et c'est un peu le but même du speed jobbing. C'est que nous, on fait la promotion au niveau national, mais au niveau local, vous avez déjà vos contacts, d'où le réseautage en ce moment qui est très important aussi pour trouver des personnes clés et de solliciter au moment opportun pour vos événements. Alors, si je peux ajouter une toute dernière chose, en matière d'employabilité, les partenariats constituent parfois un défi, comme vient de dire Mohamed, parce que avec l'expérience de l'organisation du SVE, il faudrait arriver au bon moment. Ça veut dire quand l'employeur a vraiment besoin de recruter. Et parfois, l'événement se tient après sa période de recrutement ou se tient avant. Donc, c'est parfois un défi. Mais l'essentiel, c'est d'établir le contact et de garder le contact. Tous les contacts que nous avons au niveau national avec les entreprises pan-canadiennes, on peut les partager avec vous pour que vous nourrissiez les contacts en précisant la région que vous voulez desservir. Peut-être que dans cette région-là, ils font du recrutement. Donc, on pourra toujours, Mohamed, je lui ai transmis la liste, il pourra vous la transmettre. Mais il faut comprendre que, comme a dit Mohamed, si on a eu la GRC à une telle édition, ce n'est pas nécessairement qu'ils vont revenir à la prochaine édition. Pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, mais peut-être parce que ce n'est pas leur période de recrutement. On a eu Radio-Canada à un moment donné. Peut-être qu'ils ne sont pas revenus à la deuxième édition parce que ce n'est pas leur période de recrutement ou ils recherchent moins des personnes bilingues et francophones. Donc, l'essentiel, c'est de maintenir le contact pour avoir le moment opportun où ils auront le besoin de votre appui. C'est différent en entrepreneuriat où les entrepreneurs, ils travaillent toute l'année, donc ils ont besoin soit de financement, soit d'investissement toute l'année. Mais en employabilité, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des périodes où on recrute et puis on peut avoir des périodes où on ne recrute pas. Donc, ayez ça en tête et ne vous sentez pas découragé si vous écrivez à un employeur et qu'il dit qu'il ne recrute pas maintenant, mais le contact est établi, gardez le contact et revenez de temps en temps vers cet employeur-là et il va penser peut-être à vous le jour où il aura besoin de recruter du monde. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir et à très bientôt.